J'ai enfin réussi à inventer quelque chose qui marche. Vox Chronica, la chaîne qui fait les foires aux questions des 100 abonnés à 300 abonnés. Allez, on reprend ça depuis le début. L'idée de Vox Chronica m'est venue au moment où j'ai dû faire une reconversion professionnelle pour des raisons de santé. Alors d'ailleurs, ces reconversions n'ont rien donné. Alors c'est une affaire qui a quand même duré assez longtemps, hein, je parle des soucis de santé. J'avais carrément réservé une place au cimetière quand même, mine de rien, à un moment donné. Et je me suis littéralement levé un matin en me disant que j'allais créer une chaîne YouTube avec ce que j'arrivais le mieux à faire dans ma vie de tous les jours, c'est-à-dire raconter de l'histoire avec de l'humour. Et donc de créer une chaîne YouTube où je pourrais y développer mes multiples talents. Absolument aucun, ni de près ni de loin, que ce soit l'histoire ou YouTube. L'histoire en elle-même, j'ai juste des capacités depuis que je suis gamin. Quand il y en avait d'autres qui jouaient au foot, qui jouaient au Playmobil, et ben moi je lisais des bouquins d'histoire. Ce qui fait que quand je suis arrivé au collège, je pouvais répondre au prof d'histoire en lui argumentant sur son propre programme que je connaissais déjà, à devoir me taire en cours d'histoire parce que les profs d'histoire ne pouvaient plus m'encadrer. Alors côté YouTube, on va pas vous mentir sans 7 ans, beaucoup de youtubeurs ont déjà fait des études dans la communication, le film, des intermittents du spectacle. Donc quand ils débarquent sur les réseaux sociaux, ils sont pas tombés du ciel non plus, au cas où vous n'étiez pas au courant. Vox Chronica, c'est le Top Gear de l'histoire. Alors si tu connais pas Top Gear, c'était une émission de bagnole où il faisait à peu près tout et n'importe quoi, et en fait surtout n'importe quoi, mais il faisait pas vraiment des tests de voitures comme dans les autres émissions, et ça a eu un succès d'audience terrible parce que c'était tout simplement débile et prodigieux. Donc Vox Chronica, moi je le catégoriserais comme le Top Gear de l'histoire. Vous, par exemple, vous me refaites par cœur le topo de Secret d'Histoire sur Napoléon III, c'est-à-dire « Oh, mais c'est un gars qui a été mal compris ». Alors c'est bien, ça fait de l'audience, mais c'est pas du tout objectif. Surtout quand on te fait 1h10 sur le pot de chambre de Louis XIV et 10 minutes sur les millions de morts qui sont dus à son règne. Donc Napoléon III, c'est cool, c'est vendeur quand on est gentil, mais c'est pas objectif. Alors voilà une question chelou, les deux sont morts, enfin bref. Alors Napoléon Ier, c'est un super législateur. Je l'avais dit dans les vidéos, je le répète et je l'assume, c'était un excellent législateur. C'était un militaire moyen et un diplomate complètement à chier. Bon militaire, mais pas non plus au point de casser 3 pattes à un canard. Il était bon dans ce qu'il aimait bien, l'artillerie, la cavalerie, l'infanterie. Par exemple, tout ce qui était du reste, il n'en avait rien à secouer. Donc la marine et l'intendance, il s'en foutait complètement. Donc j'assume complètement mon jugement, quitte à déjà me foutre toute la droite française à dos. Napoléon III, c'est la version Wish, c'est-à-dire il veut faire comme Tonton, il a l'héritage de Tonton, mais il le fait beaucoup moins bien. Mais pour le peu qu'il se soit occupé que de la France et pas du tout de l'étranger, et surtout pas en faire de diplomatie parce qu'il n'était pas meilleur que Tonton, il aurait été presque potable à la limite. Du coup, pour répondre à la question, je choisis Napoléon II parce que lui, il n'a pas eu sa chance. Alors déjà, on va remettre les vaches au milieu du pré. Personne n'a jamais demandé l'avis à qui que ce soit quant à maintenir les lois de Napoléon ou pas. Déjà car Louis XVIII, qui est tout de même classé par une majorité d'historiens comme le moins pire de tous les Bourbons, quand il revient, va tout simplement essayer de rabibocher bonapartistes et royalistes. Et franchement, il n'avait pas envie de changer le système et de se retaper tout le code Napoléon à réécrire à sa manière. Donc en France comme en Belgique, personne n'a jamais donné son avis quant à supprimer ou non le code Napoléon. On a juste fait au plus simple et on a gardé le code Napoléon et ses lois, qu'on a ensuite adaptées avec le temps. Oui, mais ça ne sera pas du tout le thème principal de la chaîne. Et ce, malgré toute l'affection que je peux avoir pour les passionnés d'aviation et surtout d'aviation ancienne, c'est pas porteur. Sur YouTube, déjà, l'histoire c'est considéré comme pas porteur. Alors déjà que je me lance dans de l'histoire, je porte déjà pas mal ma croix. Donc, l'aviation ancienne, qui est ma passion de base, on continuera d'en parler sur Vox Chronica, mais ça ne sera pas un thème principal. Tout simplement parce que c'est pas porteur, et pour le développement de la chaîne, je finirai par atteindre un plafond de verre, ce que je ne veux pas du tout. Donc j'ai préféré garder le concept de Vox Chronica, où on va parler de temps en temps d'aviation, et même je désespère pas un jour de parler de la marine, de sous-marins, et même d'autres choses. Mais en tout cas, je vous ferai jamais des pavés de 40 minutes où moi-même je m'endormirai devant. Alors déjà, on va encore remettre l'église au milieu du village. La Pink Lady, c'est pas une pomme, c'est un avion, et un avion qui est très connu en France.
surtout dans le milieu des avions anciens. C'est l'un des derniers B-17 existants à avoir connu une mission en combat. Alors je suis plus tout à fait à jour des chiffres des B-17 qui existent encore de nos jours, mais je pourrais estimer le nombre de B-17 qui ont vu les combats pendant la Seconde Guerre mondiale à quelque chose comme 5, 6 maximum au monde. Et il y en a une seule en Europe qui a connu des missions de combat, c'est la Pink Lady, et d'ailleurs elle est exposée en France à la Ferté-Alais, et moyennant le prix d'un modeste ticket, le dimanche, vous pouvez aller la voir. Alors oui, il y aura un sujet, mais pas maintenant. Déjà, l'historique de la Pink Lady, je le connais par cœur, parce que c'est moi qui l'ai fait, tout simplement. Et je me vois pas du tout faire un truc comme ça dans mon coin, que la chaîne n'est pas très connue. J'aimerais bien faire un truc avec la JBS, qui est le propriétaire de l'avion. Et d'ailleurs, en ce moment, ils sont toujours en train de chercher des pépettes pour la restaurer, éventuellement en état de vol. Je vous mets le lien en description. Si vous voulez leur donner un coup de main, vous ferez une bonne action. Et pour le moment, malgré votre soutien massif des derniers jours, j'ai toujours aucun poids et aucune légitimité pour faire un sujet pareil. Mais j'aimerais bien à l'avenir, très franchement, faire un sujet main dans la main avec les JBS. Si c'est pour le bien de l'avion, je suis preneur. Quoi? Belleau Wood est en France et pas dans l'Alabama? 주체 배고 2016년 1월 6일 10시 주체조선의 첫 수소탄 시험이 성공적으로 진행되었다. 미국의 극악무도한 대조선 적대시 정책이 근절되지 않는 한 우리의 핵개발 중단이나 핵 포기는 하늘이 무너져도 절대로 있을 수 없다. Non mais sérieusement, c'est pas le boulot de Vox Chronica de dire que Belleau Wood c'est en France et pas dans l'Alabama. Et de toute façon, dans la vidéo, j'avais mis une carte, tout simplement. Donc à moins que Montdidier soit dans l'Alabama, je sais bien que les gens sont pas géniaux en géographie de nos jours, mais quand même. Alors moi, je suis pas prof d'histoire sur YouTube, j'ai pas du tout cette prétention. Je fais juste du Vox Chronica. Je laisse ça à ceux dont c'est le boulot, de vous apprendre des trucs. L'idée de la FAQ aux 100 abonnés, c'est tout simplement une idée de mon mentor. Mon mentor qui m'a dit, 100 abonnés qui choisissent d'eux-mêmes de te suivre, c'est 100 abonnés qui se respectent. Donc, il faut faire quelque chose pour eux. Alors surtout que moi, quand j'ai créé Vox Chronica, j'ai décidé une chose, c'est de ne pas promouvoir la chaîne à tort et à travers, mais de la laisser grandir et acquérir sa communauté par elle-même. Ce qui est une voie complètement de kamikaze au niveau de YouTube. Donc, j'ai choisi une audience organique et pas de demander à tous mes potes de s'abonner pour arriver plus vite aux 1000 abonnés. D'ailleurs, mes potes et ma famille dans la vraie vie, mis à part ma femme, personne ne sait que j'ai une chaîne YouTube. Alors oui, j'adore le catch américain, sans que ce soit non plus une passion, mais j'adore regarder ça. Et en l'occurrence, j'ai une particularité, c'est dès que je regarde un match de catch, dans les 20 premières secondes, je peux dire, dans 90% des cas, qui va gagner à la fin du match. Et juste pour ça, j'ai beaucoup bombé des Premium Live Events de la WWE, ou que je regardais avec des potes, et ces potes qui ont fini par me dire de me taire, parce que je polluais complètement l'event à prédire qui allait gagner à la fin. Et d'ailleurs, peut-être qu'un jour, sur la chaîne, on finira par faire comme Link the Sun le fait, par exemple, d'avoir une chaîne d'histoire, mais sur lequel des fois, on va faire des petites prédictions de catch et d'événements à venir. Alors déjà, le premier objectif, c'est d'être monétisé, on va pas se mentir. Si on peut gagner du pognon, c'est quand même beaucoup mieux que de balancer du pognon comme ça par les fenêtres comme je le fais actuellement. Parmi les idées que j'ai, il y a aussi l'idée de faire des sujets avec la communauté. Alors ça reste à organiser, mais c'est un truc que je kifferais énormément de travailler en équipe, mais avec des amateurs, pas avec des professionnels. Tout simplement parce que les professionnels, malgré tout le respect que j'ai pour eux, je considère qu'ils n'ont pas du tout la fibre Vox Chronica friendly. C'est-à-dire que si je laissais à des historiens faire mes sujets, ça serait plus vraiment du Vox Chronica. Et aussi faire des live Twitch, déjà, parce que je travaille 7 jours sur 7 sur la chaîne, mais je m'accorde quand même des jours de repos. Et pendant ces jours de repos, je me verrais bien faire une heure ou deux de live Twitch où on parlera avec la communauté de Vox Chronica des sujets d'histoire, des sujets à aborder, de tout, de rien et tout ça entre potes. Aussi faire des vidéos en extérieur, en site archéologique, faire par exemple des vidéos avec des services archéologiques, j'ai des contacts déjà pour ça, mais pour ça, il faut des abonnés, il faut une communauté qui nous supporte. Oui, et d'ailleurs, je l'ai dit dans la vidéo. Paris, la capitale, devient la reine du lifting grâce à Haussmann. Ce type refait toute la ville avec ses boulevards larges, ses ponts, son système d'égout. Bon, à la base, c'était pour que les armées répriment plus vite les révoltes et puissent passer assez rapidement dans la ville. C'est gentil de mettre le son quand tu regardes les vidéos de Vox Chronica et encore mieux de mettre sur 6.
Alors depuis que je fais du YouTube, je n'ai plus le temps d'aller sur YouTube. C'est assez paradoxal, mais je sais qu'il y a des chaînes comme AstronoGeek, comme Defecator, comme Vous avez le droit, que je regarde dès que je peux, mais j'ai de moins en moins de temps, en réalité, pour regarder YouTube. Tout simplement parce que je suis sur YouTube toute la journée à faire des vidéos, à tourner des vidéos, à préparer des scripts. Donc, quand je peux me reposer, eh ben, je préfère autant aller faire un tour sur Red Dead Redemption plutôt que de rester sur YouTube. Je regarde pas du tout les autres chaînes d'histoire, donc forcément ça va être dur de donner un jugement. Je connais Nota Bene, j'ai vu quelques vidéos de lui, mais j'ai très vite remarqué que c'était pas du tout ma came en fait. Forcément Nota Bene, déjà il a ouvert la porte de YouTube à l'histoire, et déjà rien que pour ça, ça se respecte car il était le premier à le faire. Alors Nota Bene, c'est des cours magistraux. En gros, c'est un prof d'histoire qui se met à son bureau, qui te raconte une histoire et qui continue comme ça jusqu'à la fin de son cours, jusqu'à la fin de sa vidéo. Et ça, je vais pas le chercher bien loin. Les profs d'histoire que vous voyez en collège, en lycée, en université quelquefois, eh ben tout simplement, ils font des cours magistraux. Ils entrent, ils se mettent à leur bureau, ils racontent un cours d'histoire. Merci, au revoir, abonnez-vous. J'ai pas vu de lui plus de 4 ou 5 vidéos, pas plus, mais j'ai très vite vu que c'était pas ma came. Même si c'est un très bon travail, là-dessus il n'y a rien à dire. Mais mon objectif, c'était pas du tout de faire un mini Nota Bene. Parce que des mini Nota Bene, il y en a qui est plus 10 dans YouTube. En tout cas, moi, j'aime apprendre par moi-même pour le peu que j'ai à apprendre sur l'histoire. Donc c'est un vrai plaisir pour moi de faire ce côté, d'écrire un script, de chercher des infos et de quelquefois découvrir moi-même des trucs que je savais pas du tout. Donc, tout ça pour dire que, en tout cas, pour ce qui est de Nota Bene, je respecte le bonhomme et son œuvre, pas de doute là-dessus, et je considère même pas que Vox Chronica est dans le même filon que Nota Bene. Même si quand j'ai créé la chaîne YouTube, je me suis rendu compte au bout de 10 ou 20 vidéos que, tout simplement, j'avais un nom en latin comme lui, mais c'est complètement le hasard en fait. Oui, mais c'est pas voulu du tout, mon colonel. Alors, en fait, j'ai beaucoup d'activités en dehors de Vox Chronica. Tout simplement parce que j'ai passé des années avec de graves soucis de santé, et ben, fallait s'occuper l'esprit. Donc, j'ai développé des capacités, entre autres dans l'artistique, dans le graphisme, dans le gaming. Je suis aussi engagé dans du catch virtuel, ça je vous en parlerai un jour, parce que ça n'a rien à voir avec WWE 2K. Mais au gré de toutes ces activités, eh ben, je me suis fait beaucoup d'amis en Chine, en Corée, au Japon, mais c'était pas du tout voulu, c'était un hasard complet. Et pour couronner le tout, eh ben, je me suis marié avec une Thaïlandaise. Mais ça, c'est une autre histoire. Mon plaisir. Alors j'aurais jamais imaginé que ça ait autant de succès, surtout pour l'offensive du printemps 1918. Mais en tout cas, je vais faire de mon mieux pour continuer sur cette voie et à faire du boulot qui vous plaira et qui me plaira. Ou alors au moins de parler d'histoire à ma manière, à la manière Vox Chronica, à s'amuser un petit peu sur des sujets quelquefois qui sont très très lourds, sans parler 3 heures du pot de chambre de Louis XIV, en restant 10 minutes sur le génocide qui est caché derrière. Hein, encore lui. Bon, les potes, il va falloir vous mettre d'accord. Soit il y a assez de cartes, soit il n'y en a pas assez. En tout cas, je me vois pas du tout parler d'une bataille sans faire une carte. Pour moi, c'est une évidence. Je me vois pas du tout faire 5-10 minutes à expliquer une histoire en verbe et en tableau, alors que je peux faire une carte et que ça va beaucoup plus vite. En tout cas, moi, en tant que consommateur de YouTube, c'est pas du tout mon délire, c'est pas du tout ce que j'aime. Et en plus, j'adore les cartes. Alors déjà, on va remettre l'église au milieu du village. Master of the Air, c'est la 3e série produite par le duo Hanks-Spielberg. Et oui, les rares personnes qui me connaissent vraiment bien savent que l'un de mes avions préférés de la Seconde Guerre mondiale, c'est le B-17. Et mon avis en version courte, bof. Alors, les précédentes séries, Band of Brothers et L'Enfer du Pacifique, c'était des histoires vraies reconstituées à la virgule près. Pour Master of the Air, eh ben pas du tout. C'est une sorte de gloubi-boulga de toutes les histoires de la 8e Air Force qui ont été rassemblées au sein d'une unité, mais dont c'est pas du tout l'histoire vraie. Une unité qui s'appelle le 100e Bomb Group. Les effets spéciaux, eh ben moi j'étais un peu déçu parce qu'ils sont pas ouf non plus, surtout sur les avions qui atterrissent, qui décollent. C'est un peu bizarroïde à mon avis. Mais ça passe. Alors moi, quand la série a été annoncée, je me suis dit, on va avoir un truc mieux que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Et la référence en matière de B-17, pour moi, c'était le film Memphis Belle de 1989 de Michael Caton-Jones, qui lui-même était une adaptation très libre, avec un scénario complètement construit de A à Z, mais c'était totalement assumé. Et ce film qui lui-même était inspiré du Memphis Belle de 1944 de William Wyler et qui lui aussi est une histoire inventée de toutes pièces. Parce que par exemple le Memphis Belle original qui a vraiment existé, sa 25e mission c'était en France, c'était pas du tout en Allemagne. Alors c'est regardable, mais entre les CGI et l'histoire qui est en fait
un peu bancal, hein, parce qu'on rassemble l'histoire de toute une armée au sein d'une unité, donc c'est pas très réaliste, hein, surtout pour ceux qui, comme moi, y venaient pour avoir un truc réaliste, comme l'exécution d'un équipage de B-17 en pleine rue en Allemagne, et ben, c'est pas du tout un équipage de B-17, c'était un équipage de B-24 d'une autre unité. Le côté, on est les meilleurs du monde et les rêves, c'est que des pignoufs, alors moi je le dis en rigolant sur Vox Chronica, même si c'est à moitié vrai, mais quand c'est dans une œuvre de fiction qui est complètement assumée et dite comme étant réaliste, et ben ça commence à faire très bizarre et limite même un petit peu trumpiste. Résultat, et ben j'ai pas dépassé le 6e épisode, tout simplement. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie une nouvelle fois pour votre soutien massif des derniers jours, des dernières semaines, ça m'a fait très plaisir, ça me motive encore plus à continuer. N'oubliez pas de vous commenter, de liker, de partager, de vous abonner, de promouvoir la chaîne. C'est le meilleur moyen que vous avez pour m'aider et en plus, ça coûte pas un roupie. Et je vous dis à la prochaine. Bye.